je suis très heureux de recevoir donc, pour notre 23e matinale pro, Frédéric Lavabre, qui est fondateur et responsable des éditions Sarbacane. Et nous connaissions déjà la qualité de production de leurs livres jeunesse, et vous aussi je pense d'ailleurs. Et leur savoir-faire nous a été confirmé au fil des années pour leur diversité et leur originalité. Et je le répète souvent, ces éditeurs indépendants sont vraiment des équilibristes, car c'est un métier très difficile, et ils ont donc énormément de mérite. Et je vais laisser la parole donc à Frédéric, qui va nous conter son travail d'heureux éditeur, je pense. Voilà. Bon, ben, merci d'être venus, toutes et tous. Merci à Alain, Guillaume, Jean-Pierre et Frédéric à la caméra de l'équipe de BDNet de m'accueillir. Enfin, la caméra, il n'est plus là, il est déjà là-bas. Voilà, donc moi je m'appelle Frédéric Lavabre, et donc en effet j'ai monté les éditions Sarbacane en 2003, donc il y a maintenant 13 ans à peu près. En fait, alors j'ai raconté un tout petit peu d'où je viens, comme ça explique, on a tous des parcours un peu atypiques, un peu marrants dans l'édition, comme dans beaucoup de métiers, et pourquoi en effet je suis arrivé à travailler aussi sur la BD. Alors en fait, moi je suis sorti d'une école de graphisme qui s'appelait Penningen, les SAG. Et dans ma classe, il y avait des gens comme Bénédicte Létier qui fait l'Anne Trotro, il y avait Soledad qui travaille pour elle, après il y a eu Vives. Bon, j'étais bon en dessin, moi pas tellement. J'ai quand même fait cette école-là, et donc du coup quand je suis sorti, je me suis pas mis comme illustrateur, mais je me suis mis comme graphiste indépendant. Et j'ai commencé à travailler comme graphiste indépendant, et puis j'ai travaillé sur des logos, sur plein de choses qui m'ont ouvert à plein de périmètres du marketing, de la communication, des logos. J'ai par exemple créé le logo Médecins sans frontières. C'est moi et mon associé à l'époque, on était deux qui l'avons fait, on avait eu un concours, et sur le logo de MSF avec ce petit personnage de mouvement, ben, c'est nous qui l'avons dessiné. Et puis petit à petit, le hasard a fait qu'un jour, j'ai rencontré une équipe de Gallimard. Il y avait un grand éditeur à l'époque chez Gallimard Jeunesse, qui s'appelait Pierre Marchand, qui est décédé depuis, qui est le grand éditeur de la jeunesse, et qui a créé notamment tous les livres illustrés que vous connaissez. Enfin, moi j'avais plus pour mes enfants, qui c'est ce fameux livre documentaire avec des flaps, des rhodos, les petits bouquins avec les coquines, etc. Et donc moi qui venais je travaille beaucoup en pub, et qui venait de la pub, il y avait ce monsieur qui était un peu vif, un peu fort, mais j'étais pas plus traumatisé que ça. Alors toutes ces équipes étaient un peu dans les starting blocks à prendre la parole divine. Et donc j'ai travaillé avec Gallimard comme ça m'a beaucoup plu, j'ai fait pas mal de livres avec lui en création, notamment la collection Racine. Et à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, donc il fallait quand même savoir dessiner, savoir maqueter. On faisait ce qu'on appelait des monstres, c'est-à-dire des livres énormes comme ça dans lesquels on faisait tous les systèmes de flash. J'ai fait notamment Racine sur le cinéma, donc on allait chercher de la doc, on découpe, on avait des photocopieuses, il n'y avait pas d'ordi, il n'y avait rien. Le livre pour moi c'était un truc sympa, mais j'étais pas plus que ça dans le livre, si ce n'est que j'avais des enfants, que je lisais, que j'aimais lire, et voilà, j'étais pas dans le livre spécialement. Et puis en travaillant pour Gallimard ensuite, je suis allé voir d'autres éditeurs, et travaillant pour Pierre Marchand, je ne savais pas, c'était la carte de visite absolue pour les autres éditeurs. Et un peu naïvement j'y suis allé en disant j'ai fait ça pour Gallimard, et petit à petit j'ai travaillé pour l'ensemble des éditeurs de la place de Paris, Le Seuil, Albin, etc. Toujours en direction artistique, on était 2, puis on était 5, puis on était 10. Et petit à petit, j'ai mené une équipe de graphistes et d'éditeurs, et je livrais clé en main des bouquins à Fleurus, à Dargaud, enfin à tout le monde, avec du contenu éditorial, de la maquette, ou seulement du graphisme, quand je faisais pour 10-18 des couvertures, des choses comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, parce que de mec super doué, je suis devenu un mec super cher. Alors que j'avais les mêmes prix 10 ans avant que 10 ans après. Donc, et petit à petit, j'ai vécu aussi l'arrivée dans les grosses maisons d'édition des regroupements. Et au départ, je travaillais pour Fayard, puis après j'ai travaillé pour Fayard Hachette. Et d'un seul coup, je suis passé de travailler avec un éditeur à travailler avec un mec du marketing. Et là, petit à petit, je me suis plus tellement senti ma place. Je me suis dit, mais je vais faire autre chose, je vais faire des livres. Enfin, voilà. Donc j'ai vendu ma société de packaging d'édition, comme on disait, et je suis parti comme éditeur. Et on a débuté comme ça sur le livre jeunesse, en se mettant d'abord uniquement sur l'album jeunesse, 8-12 ans. Et puis on a commencé comme ça à développer un catalogue. À l'époque, on était en diffusion chez Actes Sud. Et puis, step by step, mais sans idée précise. Je veux dire, je suis pas arrivé en me disant je vais faire des livres militants, des livres poétiques, des livres tout carrés. Et je suis arrivé dans un contexte en fait d'édition qui était déjà pas mal avancé en jeunesse, puisqu'il y avait quand même un territoire jeunesse qui avait été évidemment ouvert par l'école des loisirs, et puis à l'époque sur la fiction, et puis par Gallimard sur la partie documentaire que j'avais travaillé. Et paradoxalement, je ne suis pas justement allé sur le doc, mais sur la fiction, puis ça m'intéressait plus. Et puis quand je suis arrivé, il y avait des maisons qui s'étaient installées depuis quelques années, comme le Rouergue, Thierry Magnier, etc., et qui avaient ouvert d'autres portes.
Et moi, moi j'ai 4 filles, et j'étais un lecteur assidu de livres jeunesse, et j'avais envie de revenir un peu, justement, alors je trouve que par exemple le ROERG, on formidablement ouvert en jeunesse des territoires nouveaux, par les formats, par les choses approchées, etc. Mais en même temps, je trouvais qu'on perdait un tout petit peu quand même l'utilisateur final du livre, c'est-à-dire l'enfant. Et donc je suis revenu d'une certaine manière à reproposer des vraies histoires aux enfants, mais en ayant toujours ce souci évidemment de faire évoluer la narration, la partie visuelle. Et j'ai faisais le pari, mais là je le dis aujourd'hui, mais c'était plus de façon intuitive que réfléchie, du pari du fond et de la forme, mais en s'adressant au plus grand nombre. C'est-à-dire que moi je ne m'adresse pas, et ça c'est toujours aujourd'hui, je ne m'adresse pas à moi-même ou à mes collègues éditeurs, regardez le beau livre que je fais, oh là là, qu'est-ce que je suis doué, j'en vends 300, mais c'est formidable. Non, moi ce qui m'intéresse c'est d'arriver à proposer des livres avec un contenu fort, un contenu dans lequel je m'y retrouve, avec les auteurs, mais en même temps qu'ils s'adressent au plus grand nombre, quoi. C'est-à-dire dans le sens populaire du terme, et dans le bon sens populaire du terme. C'est-à-dire c'est comme des bons films, quoi. Astérix, c'est pour tout le monde, c'est voilà, la littérature qui est une superbe littérature, mais en même temps c'est accessible, il y a plusieurs niveaux de lecture, et ça m'intéresse. Et donc on a développé comme ça la jeunesse, et puis ensuite on a mis du roman, roman jeunes adultes, ça s'appelait une collection qui s'appelait Exprime, avec un éditeur qui est toujours là. D'ailleurs mon équipe est toujours avec moi depuis le début, en fait on est très, très soudés. Emmanuel Bulck donc à l'éditorial côté jeunesse, Thibaut Vérard à la littérature, et puis j'ai rencontré Gwen de Bonneval il y a à peu près une petite dizaine d'années, qui avait la revue Capsule Cosmique. Et avec la revue Capsule Cosmique qui est en train de se terminer pour les raisons financières, finalement on s'est rendu compte en discutant qu'on avait la même approche ensemble, sur à la fois un contenu de qualité, avec de l'humour, avec peu importe d'ailleurs la façon dont les histoires étaient, enfin, les thèmes des histoires, ça pouvait prendre plein de formes, mais on avait cette même approche pour proposer aux enfants des livres avec un contenu intéressant et une version illustrée qui allait avec. Par exemple, donc on a commencé à travailler ensemble comme co-directeur de collection, et c'est là qu'on a débuté avec des gens comme Catherine Meurice, Marion Montaigne, il y avait aussi il y avait plein de jeunes auteurs qui aujourd'hui sont ailleurs. Et donc on a développé comme ça un catalogue plutôt jeunesse, mais en mettant un format plus petit, en mettant des paginations très paginées, etc. Et ça a été assez difficile, parce que en réalité, je suis arrivé sur un marché que je connaissais bien, qui était celui de la jeunesse. Sur un marché que je ne connaissais pas du tout, qui était celui de la BD. Alors moi, dans le temps, j'étais extrêmement consommateur de BD quand j'étais enfant, et puis jeune homme, et puis j'avais laissé tomber un peu par... c'était un amour un peu contraint, je ne lisais plus de BD en fait, et j'en ai relu il y a qu'une quinzaine d'années, et donc je suis arrivé sur ce marché-là assez frais d'une manière, sans a priori, ni sur les illustrateurs, Puis moi je suis pas quelqu'un de chapelle, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chapelles entre éditeurs, entre auteurs, etc. Moi pas du tout, donc avec Gwen on a commencé à développer des livres qui étaient de qualité, mais qui n'ont pas tout à fait trouvé leur marché et leur public en librairie. Parce que, d'abord, j'étais chez Actes Sud et ils n'avaient pas de diffusion BD, donc c'était quand même une vraie contrainte. Et puis aussi, c'est vrai qu'on était sur des formats qui étaient assez atypiques. Et c'est vrai que venant de la jeunesse, moi j'étais habitué à adapter la forme au fond. C'est-à-dire qu'en jeunesse, j'ai pas de collection spéciale. C'est-à-dire que quand un auteur il vient avec un 32 pages, que le format est allongé ou vertical ou en papier offset, etc., on en discute et on fait le livre, on adapte le livre, le format, la pagination, le pelliculage, le papier, aux intentions de l'auteur. C'est-à-dire que c'est pour servir au maximum le propos. Et je suis arrivé en BD un peu comme ça, et du coup c'est vrai que j'avais des bouquins carrés, ronds, quasiment très allongés, et que du coup je me suis inséré dans une ligne éditoriale qui pouvait paraître, en BD en tout cas, assez étonnante ou discordante. Et puis Gwen, par la suite, puis bon, il fallait faire aussi avancer le catalogue. Merci de dire que tu avais dès le début apprécié nos titres. C'est vrai, ils étaient bons, mais en même temps, c'est vrai qu'on avait une difficulté de visibilité. Et puis c'est normal, quand on arrive, il faut du temps pour s'installer, etc. Puis Gwen voulait lui développer son travail d'auteur, et donc finalement, on s'est séparés aimablement. Et puis il a continué ce travail d'auteur. Et j'ai pris la direction de la collection BD. Tout en publiant Gwen par ailleurs, puisqu'on l'a publié sur les Unreal, les racontards de Unreal sur 3 tomes avec Hervé Tancrel. Et à partir de là, j'ai continué à développer ce catalogue BD. On est allé chez Flammarion, qui avait une diffusion plus dédiée BD avec Casterman, c'est la même équipe de diffusion. Et puis j'ai continué ce travail de BD, ça fait une dizaine d'années que je le fais. Mais ces derniers temps, c'est vrai que petit à petit, j'ai évolué dans mon travail. Et j'ai amené, c'est amusant parce que je me suis à la fois plus contraint sur les formats pour rentrer, d'ailleurs on le voit sur les derniers,
dans une logique de format, parce qu'on m'a dit, oui, tu te rends compte Fred, moi je collectionne les BD, alors si Sarbacane, j'ai un livre qui est là, 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 ça m'embête, etc. Ah, j'ai dit, ah bon, d'accord. Donc du coup, je me suis mis au diapason, j'ai fait des formats pour la jeunesse qui sont tous les mêmes, j'ai fait des formats BD adultes qui sont pas tous les mêmes, mais qui sont quand même plus dans une ligne, mais sans perdre de vue, quand même, alors qu'on veut mettre un peu plus dans les chaussons, on ne peut pas avoir toutes les difficultés contre soi, mais en même temps, en conservant ce souci évidemment du fond. Voilà, alors, et puis il y a un truc qui est amusant aussi, c'est quand on publie, en fait, il y a plein d'éditeurs qui arrivent en disant, moi je sais exactement ce que je veux faire des sciences humaines, je veux porter tel discours. Bon, moi, pas spécialement, c'est-à-dire par là, c'est pas que j'ai pas d'idée, mais en revanche, les BD que je faisais il y a 10 ans et les BD que je fais aujourd'hui, elles sont différentes. Moi j'ai évolué, et évidemment, c'est ça qui est intéressant dans le fait d'être éditeur, c'est qu'il faut absolument que les catalogues, que ce soit un catalogue jeunesse, un catalogue BD, un catalogue roman ou sciences humaines ou quel que soit ou documentaire, ils sont incarnés par quelqu'un qui a un point de vue. Et ce point de vue-là, c'est la personne qui le porte. Et ça qui est intéressant, c'est que quand on a développé notre catalogue Sarbacane, au début, comme je vous disais, on est arrivé avec des choses assez variées, et les gens étaient un peu perdus, enfin, les libraires, les bibliothécaires, etc. Et petit à petit, la ligne Sarbacane s'est affirmée. Aujourd'hui, les gens sont voilà, tout à fait prenants dans le catalogue. Et en fait, c'est en creux que finalement chaque éditeur a donné sa façon de voir le monde à travers les livres qu'il publie. Et finalement, quand on se retourne sur notre catalogue, ça fait donc 13 ans qu'on publie aujourd'hui, notre catalogue il a une ligne, il a une façon d'être, de s'installer en linéaire et dans la vie du livre, avec ce que l'on est, nous, les 3 éditeurs. Et puis moi qui suis quand même un peu aux manettes de l'ensemble de la maison. Et ça c'est intéressant, c'est quelque chose que je n'avais pas perçu. Pour revenir à la jeunesse, enfin à la BD par exemple, moi j'ai fait des études d'histoire géo aussi avant le graphisme, et je suis quelqu'un qui est extrêmement intéressé par la géographie, par l'histoire, par la sociologie, de quoi sont faits les gens, etc. Et c'est vrai que si je prends là c'est un bon exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5 livres qui sont sortis cet automne. En fait je suis pour partir sur des biographies, pour partir sur des histoires racontées, pour partir sur une histoire tirée d'une littérature, mais chaque fois ce sont des histoires humaines. Quand je reçois un projet, ou quand on reçoit un projet soit en littérature, en roman ou en album, ce projet il peut nous plaire, il peut être plus ou moins avancé, on peut trouver quelque chose d'intéressant, mais après il y a un travail à faire avec les auteurs. Alors il peut arriver, et ça peut arriver vraiment, qu'il y ait un livre vraiment qui arrive quasiment fini, où on a très très peu à intervenir, et c'est très bien. En revanche, c'est vrai que dans la plupart des cas, il y a un travail à faire avec les auteurs. Un travail sur le scénario, un travail sur d'échange, de discussion, de dire ben là, sur tel passage t'es trop long, tu reviens en arrière, enfin le travail classique d'un éditeur. Et ça, nous, on est 3 éditeurs, on fait 75 livres en tout. Moi j'ai une vingtaine de BD sur lesquels je travaille, il y a à peu près une vingtaine de romans et le reste c'est des albums. Et c'est vrai que je ne peux pas faire plus que 20 BD par an, moi déjà en gestion, plus ce que j'ai à faire à côté. Donc ça veut dire que je me contrains à accompagner chaque livre éditorialement. C'est-à-dire que tous les livres, ces livres-là, on les annote, même en jeunesse évidemment c'est pareil, 38 planches, on les annote, on fait des allers-retours avec les auteurs, on travaille sur le texte, on travaille sur le scénario, voilà. Alors il y a des éditeurs qui font plus de 1000 BD ou 700 BD par an. Donc forcément, il y a un moment où ils lâchent sur des BD. Nous, on ne lâche pas. C'est-à-dire qu'on fait vraiment tous les livres, on les accompagne, on les travaille. Et je souhaite avoir des auteurs qui fassent ça avec moi. Parce que une des difficultés de la BD, c'est que le temps de travail est tellement long, notamment sur la BD adulte, que vous signez un auteur sur un projet. Souvent, en plus, il y a plein d'éditeurs sur des bons projets qui se bagarrent pour l'avoir. Vous signez avec l'auteur ou les auteurs, et ils ne veulent pas faire de storyboard, et vous récupérez la BD finie un an après, et elle est comme elle est. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc moi, si je travaille avec même des gens connus, même c'était ce serait pareil. Soit on peut travailler ensemble sur un storyboard, et le storyboard il est super, et tu le réalises. Mais si sur le storyboard il y a des choses que je trouve où on doit échanger ensemble, c'est pas nécessairement mon point de vue qui va valoir. En tout cas, il faut au moins qu'on puisse échanger. Si c'est pas possible, je signe pas, quoi. Parce que la difficulté en BD, c'est que quand un illustrateur a passé 1 an sur une BD, il a très vite envie d'aller sur la réalisation, pour se dire voilà, je vais faire tant de planches par jour, etc. Certes, mais c'est comme au cinéma, quoi. Finalement, le média le plus proche d'un roman graphique, c'est le cinéma. Il faut d'abord monter un script, le séquencer, voir si tout fonctionne, voir s'il n'y a pas de redites, voir si on finit bien le livre. C'est comme un film. Et après, évidemment, on peut s'attaquer à la réalisation et au tournage. Mais le tournage ne doit être fait qu'une fois que tout est bien bordé. Et ça, c'est très difficile à
à négocier ça avec les auteurs, les auteurs qui l'acceptent, hein. Les auteurs qui l'acceptent pas. Ceux qui l'acceptent pas, je signe pas avec eux parce que ce travail-là, c'est pas que je mette ma patte, mais ce travail-là d'échange, il est nécessaire. Au cinéma, ça se fait, il y a plein d'équipes, il y a des script-docteurs, etc. Si on ne le fait pas en BD, forcément, c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a plein de BD qui sont avec une super intention, une super idée. Puis vous prenez le bouquin, il n'y a pas grand-chose, quoi, dans le fond. Et ok, le gars il a passé un an, c'est un beau livre. Visuellement, c'est beau, mais si vous prenez le scénario, ça revient à ce que je disais au tout début. Moi, je trouve ça pas bon. Donc, je dis pas que tous les livres que je fais sont bons, mais en tout cas, on essaie de les travailler pour que chaque livre, il y ait ce travail qui soit fait au préalable pour faire en sorte que ce soit vraiment avec un contenu tenu. Et évidemment aussi, il y a une dimension pour moi qui est importante en BD, et comme ailleurs d'ailleurs, c'est la qualité aussi du texte. Hein. Parce qu'il n'y a pas que le scénario, il y a aussi la qualité d'écriture. Donc on exige d'une certaine manière sur les romans, je vois pourquoi on n'exigerait pas sur les romans graphiques. Donc je travaille beaucoup aussi avec les auteurs sur les mots, sur la façon de tourner une phrase, une accroche, alors le rythme et les séquences évidemment, mais aussi sur l'écriture elle-même. C'est important. Voilà. Et que chaque livre ait sa couleur. Alors le truc c'est d'arriver à... On est un peu comme éditeur, c'est un peu comme un metteur en scène de théâtre, quoi. Il y a les auteurs, il y a l'auteur de la pièce, mais on est quand même là pour faire le go-between entre ce qu'ils veulent dire, les pousser, leur dire là d'accord mais ce que tu veux dire c'est ça, mais on ne le comprend pas donc il faut que tu le dises d'une autre manière, on ne va pas trouver la solution pour lui, voilà. C'est vraiment ce travail d'échange qui doit être fait, qui est plus ou moins important, plus ou moins long, mais sans lequel à mon avis c'est pas intéressant de publier. Et moi je ne peux pas m'aligner entre guillemets sur des Delcourt, des Casterman. Alors soit l'auteur il a envie de continuer avec moi l'aventure, et puis moi je fais des efforts aussi, hein. Je veux dire je donne des vrais avaloirs, je ne suis pas là à leur donner 3 bouts de chandelle, mais en même temps je ne peux pas monter sur des sommes astronomiques parce que justement j'ai pas un titre dans mon catalogue, j'ai pas un RG qui me permet, j'ai pas un Hugo Pratt qui me permet d'engranger beaucoup de fric pour en reverser à des auteurs en ayant des pertes. Voilà. Donc moi je dois être dans une économie équilibrée et je dois faire avec ça. Et après j'espère que les auteurs ne restent pas pour ma bonne mine, mais c'est vrai que c'est difficile de les conserver. Pour revenir à ce que tu disais au tout début, alors éditeur indépendant ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire grand chose en fait, ça veut dire, puis on peut être éditeur indépendant et faire des pas bons projets, et faire être éditeur pas indépendant et faire des bons projets. Moi j'ai jamais mis ça, en tout cas en termes de qualité d'édition. Je veux dire par là, c'est que y a des éditeurs qui font très très bien leur travail chez des gros éditeurs, et qui ont autant plus de mérite qu'ils le font chez un gros éditeur, justement. Donc moi je me suis jamais positionné en disant je suis vertueux parce que je suis petit. En revanche c'est vrai que quand on est petit c'est un peu plus compliqué, financièrement, et c'est vrai aussi que du coup on a quand même une plus grande liberté d'édition. La seule liberté d'édition qu'on n'a pas, c'est si on fait que des livres qui ne marchent pas, forcément, l'aventure s'arrête. Voilà. Après, donc ça je tiens à dire parce que c'est vrai qu'en revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est difficile aujourd'hui de rester indépendant. Parce que il y a eu un regroupement des éditions, comme vous en parlez quand j'étais packager, et puis je vais éditer encore plus. Aujourd'hui, en jeunesse par exemple, hein, il n'y a pratiquement plus d'éditeurs indépendants, sauf des très gros, hein, il y a évidemment l'école des loisirs. Mais ensuite, à part l'école des loisirs qui est un éditeur familial indépendant, en jeunesse je parle, il y a un peu plus en BD, je suis carrément le seul avec Rue du Monde peut-être, et on est à peu près tout. Thierry Magnier s'est fait racheter, Helium s'est fait racheter par le groupe Actes Sud, voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile parce que forcément, quand je sors un album, eh bien je vais d'un seul coup être confronté en linéaire avec Hugo Pratt qui sort. Là, d'un seul coup, il y a des pics Hugo Pratt qui sortent. Notre ami libraire a besoin de faire de la trésorerie. Est-ce qu'il va penser à sortir mon livre qu'il a beaucoup aimé de la Lyonne ou pas? S'il fait bien son boulot, que j'ai une relation avec lui, oui, il va se dire attends, il faut quand même qu'on le réassortisse. Si le représentant travaille aussi ça, mais c'est très compliqué. Donc il ne suffit pas de faire des bons bouquins pour se dire je fais des bons bouquins et après moi les livres. Non, il faut accompagner les livres, il faut les faire voir. Il y a quand même 6 000 nouveautés par an. Cette année, il y en a 12 000 en jeunesse. Moi j'en ai 70, j'ai 20 BD. Donc je veux dire, 20 BD c'est beaucoup et pas beaucoup quoi. Comment je peux moi arriver, j'ai peu de moyens pour acheter de la pub dans les supports, peu de moyens pour faire des très beaux docs à envoyer aux libraires, alors on le fait un peu maintenant, on essaie, mais voilà, donc tout ça c'est... et on est tous pris dans une espèce de machine à laver, hein, les auteurs, les libraires, les éditeurs, la diffusion, où chaque année, il y a, si ce n'est plus, en tout cas autant de livres, et il y a un moment, 6 000 nouveautés par an, tu as un très grand espace, donc tu arrives à peu près à les traiter, peut-être, mais à les lire, je ne sais pas. Arriver, dire, on a quand même tous des journées qui font un nombre d'heures voilà, minimum, et voilà. Donc comment arriver à donner une visibilité aux livres que l'on publie? Ça c'est ma grande question. D'abord elle est économique, et après elle est aussi morale, c'est-à-dire que moi, quand je signe un jeune auteur, en effet, il va travailler pour moi pendant 1 an, 2 ans, quand je sors la BD, j'ai un engagement moral vis-à-vis de lui. S'il m'a donné quand même un an de sa vie de travail, hein, je peux pas dire, ben voilà, ben ça n'a pas marché, je suis con, il y a trop de livres, pardon.
Ben non, alors j'y arrive pas toujours, mais quand même, je me sens, pas en mission, mais en tout cas, ouais, c'est pas n'importe quoi. Sortir un bouquin, il faut que ça garde du sens. Et à un moment, et qu'on est toujours en décalage, parce qu'entre le moment où le bouquin il sort, et où on travaille en fait avec les libraires et les diffuseurs sur les livres d'après, tout le temps en décalage de 6 mois. Et parfois, il m'est arrivé un moment de recevoir les bouquins imprimés, de dire ah ouais, il est bien, et puis même pas de l'ouvrir, quoi. Je me suis dit attends, mais là ça va pas, quoi. Qu'est-ce que tu fais, quoi. Et donc, la difficulté dans un monde qui va très très vite, hein, quand même, il va très vite pour tout le monde, mais du livre il va vite, alors que le livre a besoin de temps pour s'installer, c'est de redonner du sens à ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand je bien accueillir un auteur qui arrive à la... Enfin, je dis que je suis assez batailleur, etc. Mais en même temps, j'essaie de bien accueillir les gens. Bien accueillir les gens, c'est aussi bien les publier, être respectueux du travail qu'ils font et donc du respect du livre que l'on fait ensemble. Hein. Et l'idée, c'est bien que le livre que l'on fait ensemble, hein, parce qu'on le fait ensemble, mais je le fais aussi avec les libraires, hein, le livre, je le fais aussi avec ma... Moi, je suis ennemi de personne, je ne sais pas que je suis béni, oui, mais j'aime pas cette vision où l'auteur, il est contre l'éditeur il est contre l'auteur, le libraire, il va être contre le diffuseur il va être contre l'éditeur. Non, c'est pas comme ça, quoi. On est ensemble sur un bateau qui est compliqué, et on doit essayer de travailler ensemble. Et voilà, et donc il y a une responsabilité, en tout cas, moi, quand je publie un bouquin, vis-à-vis de mes auteurs, mais vis-à-vis des libraires aussi, c'est-à-dire que s'ils ont bien aimé un bouquin, et qui m'accompagnent et qui me font confiance sur un nouveau livre qui arrive, j'ai pas envie de leur fourguer n'importe quoi sur la table, discretos, en disant vas-y, c'est vachement bien, c'est pas bien. Donc, mais c'est compliqué, quoi, parce que eux, ils sont comme nous, moi je reçois, je sais pas, maintenant ma maison a beaucoup de visibilité, mais en BD, je dois recevoir 5-6 projets par jour. Pareil en roman et pareil en album, c'est monstrueux, quoi. Ça fait, ouais, j'ai 1500, plus de 2000 projets de BD par an qui passent. Les BD, il faut les lire, quoi, les projets, les synopsis, non, c'est monstrueux. C'est tout le boulot qu'on a à faire. Donc forcément, je passe à côté de trucs, forcément, il faut faire le boulot tous les jours, il faut aussi aller voir les libraires, venir vous rencontrer. C'est un gros boulot. Donc je veux dire, mais la difficulté pour moi, c'est de donner du sens à ce qu'on fait et arriver à... Tous les livres ne sont pas équivalents, c'est vrai, mais arriver au maximum à ce que les livres que l'on fait avec nos auteurs, ils soient visibles. Mais la visibilité, elle passe aussi par des moyens financiers que j'ai pas. Donc je prends d'autres chemins, par exemple venir ici. Je te remercie vraiment de m'accueillir pour ça ici nombreux, parce que voilà, on a besoin de dire ce que l'on fait et de montrer nos livres pour dire, bon, lisez-le. Après, vous n'êtes pas obligé de les aimer. C'est la liberté aussi qu'on a. C'est-à-dire que moi, j'ai des auteurs aussi qui me proposent j'ai adoré leur premier livre, puis ils me proposent un truc, je dis, ben, franchement, celui-là, non, je n'ai pas envie. Alors, soit il va le faire ailleurs, soit il le fait chez moi. Mais voilà, il faut qu'on garde cette liberté-là, et de choisir les livres, et les libraires aussi d'avoir des coups de cœur, des vrais coups de cœur, etc. C'est important. Mais la difficulté d'être indépendant, c'est ça, c'est plus sur les moyens que sur... Après, la réalité quand même, là je mets un petit bémol sur quand les maisons sont rachetées, et ça c'est une réalité, c'est que quand les maisons sont rachetées, forcément, si les éditeurs ne restent pas en place, ça dépend des maisons, là d'un seul coup on s'aperçoit que justement, comme les gens c'est incarné par une personne ou par des personnes, les maisons, ben forcément, si on n'est pas interchangeable. Moi je pense que nul n'est irremplaçable, mais moi mon équipe là depuis 10 ans, Anaïs que tu connais, Marine, on connaît ça, on est une super équipe, mais bien sûr, si telle ou telle personne partait, ça serait une perte, bien sûr elle serait remplacée, mais pour moi c'est important, en fait, les gens ne sont pas des gens que l'on remplace comme ça, et j'essaie de dire ça aux auteurs, parce que c'est vrai qu'ils ont du mal à gagner leur vie, c'est normal, hein, parce qu'il y a peu de débuts, ça reste un travail de création, ça reste un travail où il faut trouver son public, c'est pas gagner sa vie en faisant un acte, c'est comme un comédien, quoi. Gagner sa vie, et ça on n'est pas tout à fait d'accord avec les auteurs des fois, mais gagner sa vie c'est un travail artistique, donc c'est vrai que ça prend un an de travail, mais quand quelqu'un écrit un roman c'est un an de travail aussi. Les avaloirs en BD sont rien à voir avec les avaloirs de roman. C'est aussi que quand un acteur monte une pièce, ça peut être 1-2 ans de travail pour jouer devant 30 personnes, une fois. Donc il y a quand même une dimension prise de risque par l'éditeur mais aussi par l'auteur. Et je veux dire, le bouquin, à un moment on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on l'adore, parce qu'on l'aime, parce que les libraires vont l'aimer, mais peut-être que le public ne va pas accrocher. Et ça il faut l'accepter. Et si le public ne va pas accrocher, ça veut dire que l'économie de ce livre-là, elle n'est pas possible. Et voilà, donc ça veut dire, et ça il faut que tout le monde soit conscient. Donc c'est pas mathématique, quoi. C'est parce que je mets des moyens sur un bouquin, c'est parce que même si le bouquin est bien, etc. Et puis il y a forcément des auteurs qui sont plus grands que d'autres. Et et tout le monde n'est pas Vives, tout le monde n'est pas Hergé, tout le monde n'est pas Serge Bloch. Il y a quand même des auteurs, et ceux qui sont visibles et qui vendent, eh bien ils gagnent très bien leur vie. Donc je veux dire, on ne peut pas non plus, voilà. Et c'est où c'est compliqué avec les auteurs aussi, c'est de dire, ben, je vous accompagne, mais c'est une prise de risque que l'on prend ensemble, parce que l'économie du livre, elle est faite comme ça. Oui, c'est vraiment comme au cinéma, de sa manière. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'un livre, il a besoin de plus d'une semaine en librairie pour être vu. Donc, et en même temps, le libraire, il va recevoir
plein de bouquins, à chaque office, toutes les semaines, et qu'est-ce que je fais de ces livres-là? Est-ce que, bon, alors, ce livre-là, je l'aime, donc je lui garde une place, c'est compliqué, quoi, c'est des problématiques compliquées. Et donc, vous, bibliothécaires, l'idée, en effet, c'est compliqué pour vous aussi, puisque vous recevez aussi toutes ces nouveautés en BD, en jeunesse, en littérature. Je crois que toute édition confondue, avec les sciences humaines, etc., je crois qu'on a plus de 110 ou 120 000 nouveautés par an, avec bon, aussi beaucoup de rééditions, hein, genre j'ai fait le petit livre du poney, j'ai fait le petit livre du poney, le petit livre du poney, bon, beaucoup de trucs comme ça. Mais quand même, de vraies nouveautés, il y en a quand même peut-être 50 ou 60 000, c'est énorme. Donc on ne peut pas tout absorber intellectuellement, physiquement, et donc c'est pour ça qu'il faut rencontrer des catalogues pour voilà, et puis aller chercher les choses qui vous intéressent chez tel ou tel éditeur. Voilà. Frédéric, merci. Ben, merci voilà, moi c'est ça que j'adore. Dans notre pays. Donc vraiment. Oui, alors ça c'est vrai, parce qu'il y a quand même un truc, bon, on le sait, mais il faut le dire quand même, c'est que grâce à un réseau de libraires indépendants pour le coup, moi pour vous dire, hein, mon chiffre d'affaires Fnac c'est 1%. Je crois que j'ai le chiffre d'affaires le plus bas de toute la place de Paris. Voilà. Moi, les gens qui me diffusent, c'est libre indépendant. Et c'est vrai qu'on a un réseau quand même qui est compliqué à maintenir parce que l'économie est dure, hein, les plateformes sont élevées, les salaires, etc. Bon, il faut quand même c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on a cette chance-là d'avoir ce réseau-là en France, qui est quasi unique au monde, de 7000 ou 2000 libraires indépendants, qui nous permet, nous les éditeurs, quand même, d'arriver aussi avec des livres comme Alexandre Jacob, par exemple, et de les proposer sur le marché, qui nous l'acceptent, hein, et qui vont, s'ils aiment, jouer le jeu. Et en jeunesse et en BD, on est quand même, en termes de création, de proposition de création, absolument, des gens comme Prud'homme, des gens comme Larsonnet, etc. Ailleurs, ils ne seraient pas publiés, quoi. Oui, et chez nous, c'est des dizaines de milliers d'exemplaires qui sont vendus. C'est quand même génial, quoi. Et tu sais bien que c'est grâce quand même à la loi sur le prix unique. Ah bien sûr, c'est langue. C'est les éditeurs. C'est la loi langue, hein, tout vient de là, hein, de toute façon. Hein, parce que les disquaires ont disparu, la loi langue a été fondatrice. Quoi, vraiment, ça c'est sûr. Merci Frédéric, vraiment. Et merci à vous. C'était super intéressant. On fait une petite pause et puis petite. Hein.